In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Et en parlant d'heure, c'est assez sympa parce que mon invité aujourd'hui s'appelle Julien Abadi. Julien, comment vas-tu? Très bien. Bon, et il faut savoir que, bon, ici, là, on est du côté de la Normandie, on enregistre, il est 15h06, et chez toi, il est 9h du matin. Donc, voilà. Je suis très content que tu te sois levé, rien que pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. Julien est là pour parler d'un film et non des moindres. En plus, c'est très drôle parce que il y a une actualité autour des réalisatrices de ce film. Alors, le film en question, c'est Speed Racer, qui est sorti en 2008. C'est un film qui a été fait entre, si je me trompe pas, Matrix Revolution et Cloud Atlas. Et donc, c'est juste là, en 2008, et des sœurs Wachowski. Et Julien a écrit un livre extrêmement édifiant qui a été édité chez Façonnage Édition. Et d'ailleurs, je remercie Jérôme Dittmar. Grâce à lui, cette émission a été créée. On a conçu, qui m'a envoyé ce très très beau livre. Et pourquoi c'est l'actu? Parce qu'effectivement, il y a Matrix 4 qui arrive bientôt et on attend la bande-annonce avec impatience. Je crois que je sais pas, c'est prévu pour quand. D'ailleurs, juste une digression comme ça. Tu attends Matrix 4? Oui, beaucoup, avec un mélange. C'est marrant, j'en parlais il y a peu avec quelqu'un, mais avec un mélange d'appréhension et de fol espoir. C'est que disons parce que le binôme est pour la première fois cassé en deux. Oui. Il y a plus que Lana puisque Lily a décidé de se retirer un petit peu d'Hollywood. Et pour des raisons qui lui sont très personnelles, mais du coup je sais pas trop à quoi il va falloir s'attendre. Avec la première trilogie Matrix, c'était comment dire, toute cette dimension de transidentité était une espèce de ligne de basse dans l'histoire en fait. C'était quelque chose qui à l'époque pouvait être vu de façon purement métaphorique en fait, parce qu'on ne connaissait rien de leur transidentité. On a revu la trilogie à cette aune depuis, mais à l'époque on n'avait pas du tout cette perspective. On ne savait pas du tout que Lana et Lily étaient transgenres. Et donc, je me demande ce qui va se passer avec ce nouveau Matrix 4. Est-ce que cette dimension va être très appuyée? Est-ce que ça va être beaucoup plus clair, ou est-ce que va y avoir une dimension un peu plus militante, ou est-ce que ça va rester comme ça l'a toujours un petit peu été chez les Wachowski, davantage un moyen qu'une fin pour parler d'autre chose, en se servant de tout ce que la transidentité peut charrier comme idée politique, idée sociétale, et s'en servir juste comme de moyen pour parler de quelque chose de plus grand. Est-ce que ça va rester ça, ou alors est-ce que ça va avoir une dimension plus militante? C'est un peu le gros point d'interrogation que j'ai. Et puis c'est de savoir est-ce que Lily est-ce que Lana va sortir du cadre en fait. Est-ce que c'est pour refaire Matrix 4, ou est-ce que c'est pour nous emmener ailleurs et une fois de plus nous prendre complètement à revers comme ils l'ont fait avec Reloaded des Révolutions, qui sont un peu qui était venu un petit peu critiquer ce que le premier volet avait mis en place, et venir le mettre en crise. Est-ce qu'elle va refaire de nouveau ce truc-là? Est-ce qu'elle va de nouveau renverser les choses? Moi, c'est ce que j'attends d'elle. Personnellement, j'attends le Die Hard 3 de Matrix, si tu veux. Oui. Avec Die Hard 3, McTiernan avait pris une esthétique qu'il avait lui-même instituée, qu'il avait quasiment pas créé, mais en tout cas il avait posé des canons du cinéma d'action, et avec Die Hard 3 il les avait mis en crise. Il avait complètement renversé son système esthétique, et j'attends un peu ça de la part de Lana, qu'elle parvienne avec Matrix 4 à tout foutre par terre pour construire quelque chose de nouveau en fait. Donc on va voir. C'est une longue digression, mais Non, c'est une digression intéressante parce que elle me permet de te poser une question qui n'était pas prévue du tout, mais suite à ce que tu viens de dire concernant les connexions entre le Matrix 4 et puis les précédents numéros. En lisant le livre, déjà très vite d'emblée, on s'aperçoit que Speed Racer est un film qui est très très important pour toi en tout cas, oui. Que ce soit ton rapport à l'image, ta cinéphilie, et puis beaucoup de choses. Et moi, la question que j'aimerais te poser, que j'y avais pas pensé, c'est est-ce que
quand on voit Speed Racer la première fois, donc en 2008, et quand on le redécouvre ou quand on le découvre après Cloud Atlas, Jupiter et Sense8, est-ce que il y a une autre vision? Ouais, moi mon point de vue là-dessus, c'est que Speed Racer a été un énorme bide. Je veux dire, on le sait aujourd'hui. Même ceux qui aiment le cinéma des Wachowski, il y en a plein qui n'ont soit pas vu le film, soit qui l'ont rejeté. Ma théorie par rapport à ça, c'est que je pense que si Speed Racer était sorti après la révélation, le coming out de Lana, après la révélation de sa transidentité, comme ça a été le cas pour Cloud Atlas, je pense que Speed Racer a été reçu complètement différemment. C'est-à-dire que non pas qu'on prenait, enfin, le terme est assez fort, mais j'ai le sentiment qu'on a pris au sérieux le cinéma des Wachowski à partir de Cloud Atlas. Il y a eu des textes, la trilogie Matrix a suscité des textes de philosophes. Mais c'est resté relativement confidentiel. Il y avait le fameux kung-fu dans la taverne de Platon. On a dit ce genre de choses de la part de Matrix, mais quand même, en règle générale, la réception du milieu cinéphilique, cinématographique, c'était waouh, du cinéma d'action qui cherche à se faire plus intelligent que ce qu'il n'est. Grosso modo, c'était la réaction qu'il y a autour de ça. Puis Speed Racer est arrivé, on a abandonné le cyberpunk pour un truc pour enfants, c'est Spy Kids avec des bagnoles, bref, c'est ce qu'on disait. Et là, à ce moment-là, on apprend la transidentité de Lana vers 2011-2012. Cloud Atlas sort, et là, tu as l'impression que c'est comme si la critique était libérée dans le sens que on sait enfin dans quel tiroir ranger l'œuvre des Wachowski. C'est du cinéma trans, c'est du cinéma queer. Et c'est comme s'il y avait un tiroir et qu'on a commencé à tout relire à Acetone. Et Cloud Atlas, même s'il a fait un bide aussi, il suffit de lire les papiers à l'époque, la réception du film, même s'il y en a qui critiquent le côté kitsch, le côté carton-pâte, les maquillages, tout ça. Malgré tout, la dimension trans, la dimension queer ressort beaucoup plus nettement, et tu sens que nombreux sont les papiers qui analysent le film autour de cette dimension-là. Et c'est à partir de là où il a commencé à y avoir une relecture des films passés. On s'est dit, waouh, mais en fait, Speed Racer, c'est un film trans. Ah, puis on peut aussi relire Matrix. Et merde, il y avait Bound aussi. Et c'est comme si on avait tout relu à Acetone. Je suis persuadé que si Speed Racer était sorti en 2012-2013 à la place de Cloud Atlas, la lecture aurait été différente. Il y a un seul critique à ma connaissance qui à l'époque avait mis le doigt dessus. Je me souviens plus de son nom, mais il était au Zarock, je crois. Et effectivement, il avait parlé de cinéma trans. Et c'était le seul qui à l'époque avait sorti le mot. Donc quelqu'un avait vu juste à ce moment-là, mais à l'époque, sinon personne n'avait mis ces mots-là parce que le cinéma des Wachowski était encore inclassable pour la plupart des gens. C'était des espèces de Tim Burton cyberpunk qui digéraient des influences en fait et qui les recrachait en les mettant ensemble, mais on leur prêtait que ce talent-là, on leur prêtait que le talent de savoir digérer le travail des autres. Alors, dans le livre Speed Racer, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me renvoie à une phrase que j'ai relevée de John, pardon pour la prononciation, c'est John Gaeta, oui. Gaeta, qui est donc le superviseur et designer des effets spéciaux des sœurs Wachowski. Et il dit à un moment, je l'ai relevé parce que je trouvais ça très très beau, un endroit qui n'a pas de limite, qui n'est ni déformé ni manipulé. Mais ça rejoint parfaitement ce que tu dis. Mais finalement, si on comprend bien, il y a quand même un gros souci parce que on a donné des clés soit à des spectateurs ou à la critique de cinéma. À ce moment-là, on réévalue le cinéma des Wachowski. Mais j'ai cette impression que c'est un peu malveillant, un peu décontenançant. Je veux dire, ça reste quand même des films. Toi, tu l'as vu en 2008, tu as aimé le film d'emblée. Tu n'as pas eu besoin de savoir ça a été une énorme claque dans la gueule. Enfin, je veux dire, je peux le dire sans. C'est un film, tu disais tout à l'heure, qui est très important pour moi. Pour te donner une idée, j'ai dû le revoir 60 fois depuis. Pour l'écriture de l'ouvrage. Auparavant, j'avais participé à un livre sur Paul Verhoeven, et je m'étais retapé son œuvre, j'avais replongé dedans. Et tu sais, quand tu sors d'un livre, t'en as marre en fait. Je veux dire, l'auteur, le réalisateur sur lequel tu as travaillé, tu le laisses tomber, parce que à un moment donné, t'as passé 1 an dessus, 2 ans, 3 ans pour le Speed Racer, j'ai passé presque 4 ans en tout. Écoute, le film continue à me bouleverser. Je veux dire, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois et
la fin, c'est toujours pareil. Je finis en larmes systématiquement. C'est un film qui va chercher des choses assez profondes chez moi, parce que je suis travaillé par la notion de temps, la notion de vitesse. C'est des choses qui me travaillent beaucoup. Et le film n'étant qu'une espèce de célébration de la vitesse, de plein de manières différentes. Enfin, j'en parle beaucoup dans le livre. Le film, du coup, m'a parlé vraiment directement. Puis il y a tout un rapport à l'enfance qui est aussi très important pour moi, et le film n'est que ça, la réconciliation d'un enfant avec ce qu'il est devenu adulte, et bon, ce qui parle évidemment directement de la transidentité de Lana, c'est le sous-texte que personne n'a vu à l'époque, moi non plus d'ailleurs, parce que je le connaissais pas, mais effectivement Lana, dès ses 8 ans, dès l'âge de Speed, du jeune Speed dans le film, avait déjà des problèmes d'identité de genre, et la réconciliation qu'il y a entre Speed enfant et le pilote génial qu'il est devenu dans le film en fait, et cette réconciliation qui est à l'œuvre dans le film, c'est évidemment la réconciliation de Lana qui est devenue une femme et qui tente de se réconcilier avec son enfance, qui pensait déjà, qui ne se sentait pas à l'aise dans le monde dans lequel elle était. Mais plus rapidement, pour revenir sur le malaise que tu pointes, j'ai aussi un vrai malaise par rapport à ça, mais qui est un malaise assez répandu dans la critique, et Rafik Djoumi, qui signe une des deux préfaces, en parle, c'est cette question de la réception et de ce réflexe qu'on a en tant que spectateur, en tant que critique. Il y a pas de bon de méchant là-dedans. On est tous un peu rangés à la même enseigne de ce côté-là, parce qu'on est humain et que les humains aiment classer les choses. Et le cinéma des Wachowski est un cinéma qui, par définition, est inclassable. Et c'est un cinéma qui, par définition, justement parce qu'il est trans, te disent que justement, il n'y a pas de position, il n'y a pas de pôle. Et on a le droit de se balader à l'intérieur. Et que justement, la beauté, c'est qu'il n'y a pas de tiroir. Et il y a quelque chose d'assez triste, je trouve, de voir que ce cinéma qui hurle depuis toujours qu'il n'y a pas de tiroir, qu'il n'y a pas qu'on ne range pas les choses, qu'on ne classe pas les choses, qu'on a le droit de se promener entre 0 et 1 en fait, la première chose qu'on s'est empressé de faire lorsque le tampon transidentité a été mis sur Lana et sur Lily, ça a été de classer ça dans cinéma trans. Et il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans, je trouve, parce que pour moi c'est beaucoup plus que ça. Encore une fois, pour moi c'est plus un moyen qu'une fin. Et même Lana et Lily le disent dans certains papiers qu'elles ont pu écrire ou dans des discours qu'elles ont pu faire. Elles-mêmes ont un problème avec cette notion de transidentité, en tout cas de la dimension que ça a pris aujourd'hui dans le mainstream, parce que dans le mainstream, c'était que la transidentité, il y a un début, il y a une fin, il y a une transition entre les deux, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Or, elles disent on a un problème avec cette définition, parce que la transidentité, c'est justement de dire il n'y a plus de point de départ, il n'y a plus de fin. Et on se promène entre les deux comme bon nous semble. C'est ce que raconte Sense8, hein. C'est ce que raconte la série Sense8. Elle ne parle que de ça, que la première saison particulièrement, où justement il y a plus de pôle, et c'est formidable. Et là-dedans on peut se balader en fait. Donc oui, moi aussi je ressens un certain malaise à voir les films des Wachowski désormais classés seulement selon cette dimension, parce qu'on passe à côté de tout le reste. Encore une fois, pour moi c'est un moyen très important, ça reste un cœur ouvert dans l'œuvre, mais la destination du film est beaucoup plus loin que ça en fait. On est beaucoup plus que dans une œuvre militante sur la transidentité. C'est un moyen pour parler de politique, pour parler de société, pour parler de culture, pour parler d'humanité. C'est beaucoup plus large que ça en fait. En fait, les Wachowski nous disent on est tous trans, on est tous queer. Grosso modo, c'est un peu ça, c'est une éthique en fait. Permets-moi de lire juste un court extrait de ce qu'écrit Rafik Djoumi pour que je puisse ensuite rebondir sur la question que je vais te poser juste après. Il dit, page 10, le jour de la projection de presse, l'ouverture stupéfiante de Speed Racer confirmait et dépassait de très loin nos intuitions. Une fois de plus, tous les champs culturels, qu'ils soient bourgeois ou prolétaires, érudits ou, entre parenthèses, vulgaires, se télescopaient dans un kaléidoscope qui effaçait les frontières admises entre le film live et l'anime, entre le cinéma, le jeu vidéo et l'art contemporain, qui utilisaient les codes visuels de différents médias pour redéfinir leurs conventions, et enfin qui invitait le spectateur, et ça c'est très important, qui invitait le spectateur à s'abandonner à une sorte de flux de conscience porté par un montage stupéfiant pour l'ouvrir à l'une des clés de l'œuvre, à savoir la place de l'artiste en société. Ne crois-tu pas que
parce que, comme tu l'as dit, il y a un champ des possibles, c'est complètement illimité. Ne crois-tu pas que finalement, paradoxalement, le ou les spectateurs ont quand même besoin qu'on leur tende la main pour les aider un petit peu à s'aventurer comme ça dans ce. Quand tu regardes pour la première fois Speed Racer, comme mon cas, moi j'ai été complètement déstabilisé par ce film. J'acceptais ce film parce que je ne peux que l'accepter. Je peux ne pas l'aimer aussi, mais ça c'est autre chose. Aimer ou pas aimer, c'est un autre sentiment. Mais au moins l'accepter. C'est-à-dire il faut qu'il existe ce film déjà. Je pense que beaucoup de critiques ne l'ont même pas accepté en tant qu'objet existant. C'est peut-être ça le gros problème. Ouais. Et donc, je me dis que peut-être on a paradoxalement besoin d'être guidé. Et en fait, le film fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il fait entièrement confiance en l'intelligence du spectateur. Oui. Ouais. Et puis parfois, le spectateur est un peu décontenancé par ce que le film lui dit, à savoir, tu es très intelligent, donc je vais faire comme si tu l'étais et on va continuer. Mais il faut me suivre, quoi. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est pour ça que l'ANA compare la réception du film à la réception des œuvres cubistes. Elle dit que lorsque vous essayez de faire un film cubiste pour enfants, vous prenez des pierres comme Guernica de Picasso, on a pris à son époque. C'est elle-même qui fait cette comparaison. Et qu'elle disait que voilà, enfin que toutes les époques vivent une mort esthétique. À un moment donné, il y a des courants, et puis il y a des renaissances esthétiques. Et elle disait que quand ça se produit, effectivement, souvent, effectivement, le public réagit mal. C'est pour ça qu'ils faisaient un film pour enfants, que Speed Racer a été tourné avec cette esthétique pour enfants, parce qu'elles se sont dit, si on veut faire un film cubiste, et c'était véritablement leur désir, eh bien, les enfants acceptent davantage la prise de risque esthétique. Ils ont un regard assez neuf par définition, et donc on aura moins de risques si on fait un film pour enfants. Il y aura plus de chances que ça passe. Bon, à mon avis, ce qu'elles avaient perdu de vue, c'est que ce sont les parents qui emmènent les enfants voir des films, surtout les enfants de cet âge, et que si les parents ont peur que leur gamin fasse une crise d'épilepsie, t'as peu de chances pour qu'ils l'emmènent. Donc le film a été mal vendu, à mon avis, de ce point de vue-là. Il était compliqué à vendre parce que c'est pas vraiment non plus un film pour enfants. Je veux dire, c'est beaucoup plus que ça. Les enfants accrochent. J'ai tenté avec mon gamin de 5 ans, c'est la folie, ça marche super bien. Mais voilà, donc ils ont effectivement pris ce risque. Mais là où je minorerais un petit peu le constat graphique par rapport à ça, quand tu regardes la réception du film, oui, le film se regarde sur Allociné, il a grosso modo une note de 2.5, il est juste en dessous de la moyenne, je crois. Parmi la presse qui a aimé le film, tu avais Chronic Art, tu avais Les Inrocks, tu avais Télérama, tu devais avoir, faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a Le Monde aussi. Donc tu avais quand même cette presse qui peut être parfois targuée d'avoir une mauvaise réception du cinéma de genre le plus avant-gardiste. Là, ils étaient là. Je veux dire, Télérama et les Inrocks, je veux dire, souvent, c'est ceux qu'on utilise pour caricaturer, effectivement, la réception du cinéma de genre. Mais là, pour le coup, c'est le mauvais exemple parce qu'ils étaient là, en fait. Donc, ils étaient au rendez-vous. C'est les meilleurs papiers qui sont sortis à l'époque. Donc, par contre, t'en as d'autres, effectivement, avec des papiers, je crois que c'est celui de Libération qui est pas bon. Je peux me tromper, hein, je les ai plus tous en tête. C'est dans la presse américaine que ça a vraiment été sanglant, par contre. Effectivement, dans la presse américaine, ça a été vraiment sanglant. Et pour quelle raison? Pour quelle raison la presse américaine ne les a pas lâchés? Enfin, les a plutôt lâchés, pardon. Je pense qu'il y avait ce réflexe un peu grégaire. Voilà, on avait rangé les Wachowski dans la case cyberpunk, et ils ont pris le parti inverse. Il y a le problème qui existe chez les Wachowski depuis Bound, c'est qu'ils refusent de parler à la presse. C'est-à-dire que c'est le casting et c'est Joel Silver, le producteur, qui sont montés au créneau pour défendre le film. Or, vous pouvez reprendre tous les papiers de l'époque, il n'y a personne qui parle de cubisme, il n'y a personne qui parle de James Joyce, il n'y a personne qui parle c'est ça, de toutes les le fait qu'ils ont quasiment réinventé le compositing sur ce film là, cette technologie qui aujourd'hui est utilisée partout. Aujourd'hui, vous voyez des artistes comme les cinéastes de John Wick
qui disent clairement que voilà, ils ont tout appris de leur métier sur Speed Racer parce qu'ils étaient réals de la deuxième équipe. Et vous avez des papiers qui disent en fait il y aurait pas de The Mandalorian, la série de Disney n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Speed Racer à un moment. C'est-à-dire que d'un point de vue technologique, ils ont réinventé énormément de choses. Et tout ça, à l'époque, personne n'en parlait en fait. La révolution esthétique qui est cachée dans le film, qui est secrète parce que personne aujourd'hui n'en parle non plus. Le film a cristallisé beaucoup de choses. Donc il y a cette dimension-là, donc le fait que le film a été, à mon avis, mal vendu. Donc il y a cette histoire de tiroir, et puis il y a aussi que l'air du temps était pas là. Le film, il faut regarder sa sortie, il est encadré en mai par Iron Man et le premier, et en juillet par Batman, le deuxième Batman de Nolan. Le Dark Knight. Donc ça veut dire qu'il est coincé à ce moment-là entre cette espèce de folie super-héros qui est en train de monter, qui est en train de construire, et coincé entre Marvel qui est dans le post-modernisme avec des clins d'œil, et le côté hyper sérieux d'un super auteur comme Nolan, où il dit attention les super-héros, on n'est pas là pour rigoler. Et au milieu, ils sortent Speed Racer, qui est le film le blockbuster le plus expérimental depuis. Je dis Tron, on pourrait aussi mettre le Pôle Express de Robert Zemeckis, mais je préfère parler de Tron à ce niveau-là. Voilà, enfin, il avait aucune chance. Le film n'avait aucune chance. Un film mal vendu, coincé entre deux films qui sont en train de redéfinir la pop culture, et avec une tonalité que personne n'osait à l'époque. C'est un manga live. Enfin, il avait toutes les chances de se planter. Le film n'avait aucune chance, à mon avis. Mais rétrospectivement, le film deviendra culte, et ça a commencé. Enfin, le film est en train de récupérer ses lettres de noblesse. Ça aura pris 10 ans, mais je remets ma main à couper aujourd'hui. Donc Speed Racer, on en reparle dans 20 ans, quoi. Je suis persuadé que le film restera. Il restera comme une date. Et aussi parce qu'il n'y aura plus jamais de film comme Speed Racer. C'est-à-dire que paradoxalement, le film est à la fois nulle part, c'est qu'il n'a pas d'héritier direct. Et en même temps il est partout, parce que technologiquement ce qui s'est passé sur Speed Racer, le rapport au compositing qu'ils ont complètement réinventé, aujourd'hui est partout à Hollywood. Partout aujourd'hui, du compositing, vous le voyez même plus tellement il est partout. Regardez le cinéma de David Fincher. David Fincher fait un usage du compositing, c'est pas, j'allais dire maladif, mais en tout cas il y en a partout dans ces films. C'est invisible, mais il y a une partie de cette révolution qui a été assurée par le travail titanesque. C'est titanesque sur Speed Racer. Ce que je disais à John Guetta pour le remercier d'avoir signé la préface, et pour le remercier de son implication, c'est que j'ai vu le film un nombre incalculable de fois. J'ai travaillé pendant 4 ans sur ce livre et je ne comprends toujours pas comment ils sont arrivés à un tel mélange de poésie et de maîtrise du numérique. Pour moi, ils sont arrivés à quelque chose d'unique et qui restera à mon avis unique. Mais comment tu fais pour, quand tu as l'idée de te lancer dans l'aventure, pardon, excuse-moi, d'écrire ce livre, comment tu fais pour essayer de gérer l'émotion que tu as par rapport à ce film? C'est compliqué parce qu'en fait, lorsque j'accepte la proposition de Jérôme Dittmar, l'éditeur, d'écrire sur Speed Racer, moi, c'est déjà mon film préféré, donc je suis absolument ravi d'écrire dessus. Au départ, je pensais faire quelque chose de très, j'allais dire très impressionniste, parler de mon rapport à la vitesse et tout, et puis je me suis rapidement rendu compte que je savais pas de quoi je voulais parler. C'est-à-dire que oui, ça réveillait des choses en moi, mais en fait, je savais toujours pas quoi, en fait. Et le fait est que je savais que la vitesse était importante pour moi. J'avais un peu lu les écrits de Virilio, un peu lu des écrits de Baudrillard. Je savais que c'est des choses, tout un champ de recherche qui me passionnait, mais en fait je me rendais compte que j'avais pas l'appareil théorique pour en parler, et que si j'en restais au simple niveau de l'émotion, le livre allait vite tourner en rond. En fait, ça va, c'est faisable si tu fais un 8 feuillets, quoi. Tu peux t'amuser à faire un truc un peu impressionniste, un peu poétique, mais rapidement je me suis rendu compte que je manquais de cartouches, en fait. Donc je me suis dit ok, bon, il faut que j'essaye de prendre de la distance par rapport à l'objet pour à la fois faire passer l'émotion que je ressens, mais dire, et moi-même essayer de comprendre pourquoi je ressens cette émotion. En fait, toute l'aventure du livre, et il peut se lire aussi comme ça, il y a un côté roman d'apprentissage. Essai d'apprentissage, c'est que au fur et à mesure de l'écriture, j'ai au fur et à mesure compris ce que Speed Racer signifiait pour moi, en fait. Je suis parti à la rencontre de ma propre émotion vis-à-vis du film. Et pour ça, il a fallu que je remonte très loin. Le livre remonte à Muybridge, donc au début du cinéma.
cinéma. Et j'ai commencé par me plonger dans l'œuvre d'un philosophe, le philosophe aujourd'hui de la vitesse que tout le monde cite, qui s'appelle Armut Rosa, qui a écrit une somme qui s'appelle Accélération, qui est un livre qui se lit. C'est ardu, mais ça peut se lire à peu près par n'importe qui. C'est un sociologue allemand. Et je suis parti de là pour commencer à avoir des cartouches théoriques. Puis une fois que j'ai eu terminé le bouquin, je me suis dit ok, maintenant on peut rentrer dans l'écriture. Et même là, j'étais bloqué, je savais pas par quelle face attaquer Speed Racer. C'est pas si simple en fait de savoir par où l'attaquer, parce que j'ai tenté de l'attaquer par le côté philosophique, mais tout de suite ça devenait un petit peu chiant. C'est trop retors en fait. J'ai essayé de l'attaquer ensuite par le côté plus transidentité, mais je me suis rendu compte que quelle est ma légitimité pour parler de ça? Je veux dire, je suis cisgenre, je suis un mâle blanc de 40 ans, j'ai absolument aucune originalité et aucune connaissance de ce qu'est véritablement la transidentité. Je veux dire, je peux difficilement en parler. Je peux en parler d'un point de vue théorique, ce que ça signifie d'un point de vue politique, mais personnellement, c'est pas mon sujet en fait. Pour moi, encore une fois, c'est un moyen plutôt qu'une fin. Donc oui, c'est important, c'est le cœur de l'œuvre et j'en parle, mais je me sentais pas la légitimité d'ouvrir par là. Et puis j'ai creusé, et puis à un moment donné, je me suis intéressé à cette scène qu'il y a dans Speed Racer vers la fin, au moment où il y a un zèbre qui cavale sur les murs écrans. Il y a un mur écran avec un zèbre avec ses mouvements qui sont décomposés, qui est un hommage direct au travail de Muybridge. Et je me suis dit, tiens, merde, pourquoi est-ce qu'il fait référence à Muybridge? Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette séquence qui troue le film, qui dure 15 secondes, qui peut sembler complètement gratuite? Pourquoi? Et là, je commence à plonger dedans, et puis là, le livre s'est ouvert, en fait. C'est assez magique en fait, parce que quand tu ouvres sur Muybridge et que tu te rends compte de ce que signifiait Muybridge, c'est pas simplement un cheval qu'on a photographié, qu'on a remis en mouvement. Il y a une rupture phénoménologique au moment où Muybridge fait ça. On se rend pas compte de ce que c'est, mais au 19e siècle, capturer les mouvements d'un cheval comme ça, réussir à le décomposer, arriver à voir ce que l'œil ne voyait pas, c'était phénoménal, c'était une véritable révolution en fait. Et quand tu comprends que Muybridge, c'est la réalisation, enfin l'homme réalise à ce moment-là que son regard le trompe, réalise à ce moment-là que ce qu'il croyait voir, c'est-à-dire que on a toujours pensé que les pattes des chevaux, en fait, il y avait toujours une patte qui était posée par terre quand un cheval galopait. Et Muybridge arrive à démontrer que non, il y a un moment donné où le cheval vole, où les 4 sabots sont au-dessus du sol. Et ça, on l'avait jamais saisi, parce que ça va trop vite pour l'œil humain. Et à partir du moment où tu réalises ça, c'est-à-dire que ton œil te trompe, mais que la technologie peut venir en appui pour te montrer que tu ne vois que la surface des choses en fait. Et à partir du moment où tu dis que tu ne vois que la surface des choses, que ton regard te trompe, ça signifie donc qu'il existe un monde auquel seul ton esprit peut avoir accès. Et à partir du moment où tu dis ça, c'est la matrice. Et bien c'est aussi le cubisme qui commence à dire le cubisme. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas représenter dans une image à la fois le visage d'un personnage et l'arrière de sa tête? Pourquoi je pourrais pas faire ça? À l'époque, effectivement, c'est une révolution en fait, parce que on réalise que l'esprit peut aller plus vite que l'œil. Et effectivement, Muybridge, d'un point de vue de son importance historique dans l'histoire de l'art, l'histoire de la technologie, en fait, c'est ce rôle-là qui joue. Et à partir du moment effectivement où je découvre ça grâce à un bouquin extraordinaire qui s'appelle River of Shadow de Rebecca Solnit, qui n'a pas été traduit mais que j'invite tout le monde à lire parce que c'est vraiment fantastique et ça parle effectivement de tout ça. Et là, du coup, j'y vais de lecture en lecture et j'ai véritablement mon fil conducteur qui se déploie sous mes yeux en fait, et je vois le truc et je me dis ok, waouh, c'est incroyable. Je vois Matrix apparaître, je réalise que le bullet time que John Guetta invente pour Matrix découle directement des travaux de Muybridge appliqués au numérique en fait. C'est toujours des appareils photo que vous mettez les uns derrière les autres, vous capturez une scène avec les appareils photo et vous reconstituez une scène en numérique pour réussir à montrer quelque chose que l'œil humain ne peut pas voir en fait, et où il arrive à désynchroniser la vitesse de la caméra, la vitesse de l'objet que la caméra filme pour donner l'impression de tourner autour à l'arrêt. Il le dit lui-même, John Guetta, il a tout piqué à Muybridge par rapport à ça, raison pour laquelle il fait cet hommage dans Speed Racer. Mais voilà, tout ça pour dire que
la mise à distance de l'émotion a commencé à ce moment-là parce que j'ai commencé effectivement à rentrer dans le cœur du sujet, et en même temps ça me mettait des mots, une signification, parce qu'au fur et à mesure que je découpais ça, que je rentrais dans ce processus, je réalisais pourquoi j'étais si amoureux du film en fait. Je réalisais que pourquoi est-ce que la vitesse me touche tant? Pourquoi? Parce que comment dire, c'est la vitesse de l'esprit en fait qui me touche. Et je réalise que la vitesse du cinéma, c'est la vitesse de l'esprit. Pour ça que j'aime le cinéma, que le cinéma offre cette possibilité de représenter quelque chose qui n'est pas le réel, mais qui peut être plus que le réel et qui peut être plus beau que le réel. Et je découvre que Speed Racer ne parle que de ça, que de cette possibilité, cette capacité de l'esprit humain à reconstruire le monde, un monde différent de celui dans lequel on est en fait, et que Speed à la fin qui parvient à renverser complètement le monde des courses avec cette dernière réplique de la part du commentateur de la course qui dit c'est un nouveau monde que Speed Racer vient de réussir à créer. Je me rends compte que c'est le pouvoir du cinéma, que intrinsèquement c'est le pouvoir du cinéma, cette capacité à créer un nouveau monde, donner naissance à autre chose, et que Speed Racer, l'histoire de Speed Racer, la forme même de Speed Racer, qui est un film qui se transforme en permanence, mutant au sens premier du terme, je me rends compte qu'effectivement, c'est ça qui me touche profondément, quoi. Écoute, page 39, tu écris par rapport à Muybridge, tu dis « Sans le savoir, l'homme vivait dans ces années-là. Son deuxième moment prométhéen, le feu, lui avait donné la chaleur produite par la lumière. L'électricité lui permettait maintenant de tutoyer sa vitesse. Grâce à elle, il se découvrait incapable de percevoir la rapidité des choses, mais assez équipé pour capturer l'espace d'un instant. » Mais ce nouveau monde dont parle le commentateur dans le plan final et dont tu viens d'évoquer et que tu en parles aussi dans ce livre, ce nouveau monde, il faut aussi peut-être accepter de voir entre les choses. Oui. C'est ça le film aussi. Il faut l'accepter comme tel. Et c'est ça qui est très beau. Parce qu'en même temps, ce rapport à la vitesse que toi tu entretiens, mais aussi que le film entretient, ça permet, je pense, aux sœurs Wachowski, de parler de quelque chose. Et ça, par contre, ça c'est une thématique que tu n'évoques pas, mais c'est même plus de l'évocation. C'est vraiment de l'analyse dans ce livre. C'est le pouvoir. C'est le rapport au pouvoir. Et qui même émaille des films qui n'ont pas réalisé, mais qu'ils ont scénarisé. Je pense à V pour Vendetta, par exemple. Mais est-ce qu'il y a un lien, une connexion dans cette manière de travailler la vitesse et la manière de questionner le pouvoir? Oui, parce que la vitesse, c'est le pouvoir. C'est ce qu'explique Virilio, c'est ce qu'explique aussi Hartmut Rosa, que tous les pouvoirs ont tenté de maîtriser la vitesse. À l'époque de la chevalerie, par exemple, les chevaux valaient une véritable fortune parce qu'ils étaient les vecteurs qui permettaient de transporter l'information le plus rapidement possible. La locomotive, c'est pas un hasard c'est un drôle de hasard justement que celui qui a financé Muybridge pour ses travaux était le directeur, le patron de la centrale, c'est le Pacific Railroad, je crois. Enfin bon, bref, l'une des deux grandes entités du chemin de fer américain. Le capitalisme est une question de vitesse. Depuis toujours, par exemple, je vais prendre un exemple qui va sembler peut-être très différent de ce dont on est en train de parler, mais encore que ça a un lien. Mais les câbles transatlantiques, les câbles sous-marins qui relient les continents aujourd'hui, les câbles les plus rapides sont ceux qui assurent l'échange d'informations boursières, parce que les placements sur les marchés internationaux sont aujourd'hui faits par des algorithmes, et il est question de millionième de seconde. Celui qui va être le plus rapide va réussir à placer son argent et à faire les bons mouvements, les bons placements sur les marchés, acheter les bonnes actions. Et tout est une question de vitesse. Le capitalisme et la vitesse sont intrinsèquement liés. Le pouvoir et la vitesse. Mais le capitalisme a élevé ça à un niveau encore supérieur. Donc, mais on parle d'une vitesse des horloges. C'est-à-dire que le capitalisme, effectivement, est obsédé par le temps. C'est la fameuse phrase de Benjamin Franklin, le temps c'est de l'argent. Donc cette question de la vitesse dans le capitalisme, elle est fondamentale parce que celui qui maîtrise le temps gagne plus d'argent. Si vous arrivez à fabriquer plus vite que votre voisin, si vous arrivez à placer donc un ordre sur un marché international plus vite que le voisin, mais c'est une vitesse purement mathématique. C'est une vitesse des horloges. Or, c'est là où les Wachowski sont très intéressants, c'est que dans la vitesse des horloges, elle est définie. C'est-à-dire qu'il y a une vitesse maximale qui est la vitesse de la lumière, au-delà de laquelle on ne peut
pas aller mathématiquement. Et donc, c'est un système. Il est borné. Il y a des secondes, tout est découpé. Vous pouvez découper autant que vous voulez, mais vous pouvez découper au niveau atomique le temps. Mais il y a des bornes, il y a des limites, il y a des zéros, il y a des 1, il y a des 2. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est mathématique, donc c'est normé. Or, les Wachowski, par définition, de par leur transidentité, ne sont pas dans la norme. Et la transidentité, c'est pour ça que ça fait si peur et que c'est pour ça que elle provoque autant de rejet dans le monde assez mainstream. C'est parce que justement, elle dit que la norme est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que on se met des normes dans la tête et justement, elle te dit, nous, on va effacer la norme la plus absolue qu'on puisse imaginer, celle d'un pôle mâle et d'un pôle femelle. Et à partir du moment où tu dis cette norme-là est caduque, il y a tout qui s'effondre, tout l'appareil s'effondre une fois que c'est le bas de la pyramide en fait. Et donc c'est là où je veux arriver, c'est que le pouvoir a un rapport à la vitesse qui est un rapport purement mathématique. On est tous, on baigne dans ce monde. Je veux dire, on le ressent tous, d'avoir ce sentiment d'être un peu pris dans une espèce de grosse machine. On a l'impression que tout va trop vite, qu'on est pris dans un rythme dont on n'arrive pas à s'extraire. Knut Rosa explique ça merveilleusement bien, du fait qu'on est pris dans une espèce de spirale auto-accélératrice, que le monde paraît accéléré en fait, et qu'en même temps il nous donne l'impression d'être un peu figé, qu'on n'arrive pas à s'extraire de ce monde-là, parce qu'on est pris dans une espèce de vitesse qui est à la fois technologique, sociétale, tout va trop vite. Mais c'est un temps, encore une fois, c'est un temps des horloges. Or, il y a, et c'est ce qu'explique un philosophe comme Deleuze, il y a un endroit qui dépasse cette vitesse. Il y a un endroit qui peut s'arracher à cette vitesse, qui va formellement plus vite que cette vitesse, c'est la vitesse de l'esprit. Notre esprit va plus vite que la vitesse de la lumière. Pas au niveau des connexions neuronales, parce qu'évidemment, les connexions neuronales, finalement, sont pas si rapides que ça, quand on regarde bien. Mais c'est typiquement quand tu écris, quand tu changes de continent en un paragraphe, tu termines par un point, tu commences au paragraphe suivant, tu as changé de continent, il n'y a rien qui va plus rapide, qui va plus vite que ça. C'est pas un hasard si Lana est passionnée par le film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est qu'il y a dans 2001 le raccord le plus rapide de toute l'histoire en fait. Le raccord entre l'os et le vaisseau spatial, en une microseconde, vous venez de franchir plusieurs centaines de milliers d'années en fait. Et ça, il y a aucune vitesse mathématique qui atteint ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle la vitesse de l'esprit, et elle est incalculable. Donc, elle s'extrait du temps. C'est une vitesse qui n'est plus mathématique, c'est une vitesse qui est spirituelle. Et donc, dans cette vitesse spirituelle, tout est possible. Tu peux dire, je suis pas totalement un homme, je suis pas totalement une femme. Il n'y a rien qui va plus vite que ça. Tu peux le dire. Tu peux tout imaginer en fait. Il y a plus d'ordre. Tu peux classer les choses exactement comme tu le souhaites. Et ça, le capitalisme ne peut rien faire contre ça. Je veux dire, c'est une vitesse qui excède le capitalisme. Et c'est là toute la dimension politique du cinéma des Wachowski, c'est qu'à partir du moment où tu dis il n'y a plus de normes, mon esprit peut aller plus vite que ton monde. C'est la fameuse phrase de cette vitesse du capitalisme, c'est la matrice pour aller très vite. Et la capacité des rebelles à se déconnecter de la matrice par le pouvoir de l'esprit, on le voit très bien dans les animatrix, dans les différents épisodes, il y a des personnages qui arrivent à s'arracher de la matrice juste par la puissance de leur esprit, en disant ok, il n'y a pas que ce monde régi, bâti sur des normes, il y a autre chose. Et je peux m'en arracher par le pouvoir de mon esprit. Et la matrice incarne parfaitement ce monde normé, ce monde mathématique, ce monde défini par des règles, des normes, auxquelles on peut s'arracher par le pouvoir de l'esprit. Et à la fin de Speed Racer, où Speed atteint une espèce de vitesse qui n'a aucun sens. Je veux dire, la voiture à la fin atteint une vitesse métaphysique et il s'extrait littéralement du temps. Il s'extrait du temps. C'est plus une voiture qui est sur la piste à ce moment-là, c'est son esprit qui redéfinit les contours du monde. Vous avez la piste qui se transforme comme ça, la voiture qui change tout. Vous avez des lumières dans tous les sens. Et il remonte tout le monde. Il arrive à la fin, il gagne. Et voilà. Et c'est un nouveau monde. La vitesse de l'esprit a battu la vitesse de l'horloge en fait. Elle a battu la vitesse du chronomètre. Donc ce que raconte le film et ce que racontent les Wachowski, c'est donc que oui,
le pouvoir est une affaire de vitesse, est une affaire de temps, mais il existe un temps, il existe une vitesse qui va plus vite que ça. Et on peut hacker le pouvoir en utilisant cette vitesse. C'est faisable. Si on est capable de l'exploiter. C'est ce que parviennent à faire les Sense8 dans Sense8 qui arrivent à se connecter dans leur espèce de hub. C'est ce qu'arrive à faire Neo dans Matrix. C'est ce qu'arrive à faire Speed Racer. C'est ce qu'arrive à faire les personnages de Cloud Atlas qui arrivent à se connecter par-delà le temps, en fait, où chacun pris isolément n'a pas de pouvoir, mais quand tous les personnages, quand tu articules toute leur lutte, eh bien, elle fait du sens et ils arrivent à faire tomber à faire tomber le pouvoir au sens large, à faire tomber effectivement les normes, ceux qui vous disent que le monde est limité. Non, on ne peut pas faire ci, non, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Les Wachowski vous disent si c'est possible, si ton esprit est capable de le matérialiser, si tu es capable de ensuite lui donner une réalité, il est possible de changer le monde. L'esprit en est capable. Quand j'ai lu ton livre, j'ai tout de suite revu le film. En t'écoutant, je vais le revoir encore. Donc ça donne vraiment très très envie. Nous, par contre, on est limité par le temps parce que j'aurais voulu te poser encore 25 questions, mais ça n'est pas faisable. Alors, je vais te poser une simple et dernière question qui est très 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 basique. J'ai quand même oublié de dire que Speed Racer, enfin, tu le dis dans le livre, c'est quand même à la base tiré d'un anime. Et donc, j'aurais voulu aussi savoir à quel degré le japanime influence ce film. Et je pense que ça va être un peu plus long que ta réponse sera peut-être un peu plus longue. On peut peut-être poser la question. Ah ouais, c'était un plaisir. Moi, non, c'est plus par rapport à toi. J'ai pas envie mais je peux te poser comme ça cette question de manière assez, voilà. Mais non, en plus de cela, je voulais aussi savoir, pour vraiment clôturer cette conversation, finalement, c'est le film pour l'instant de cette filmographie des sœurs Wachowski. C'est vraiment le film. Il se passe quelque chose. Il y a un avant et un après. C'est pas forcément Matrix, c'est celui-ci pour toi. Pour moi, c'est le film pivot. C'est-à-dire que dans Matrix, il y a tout ce vernis cyberpunk qui te fait encore, qui crée une espèce de diversion où tu vois pas vraiment le cœur du sujet, que le cœur du sujet, c'est la mutation. Le cœur du sujet, c'est le changement, c'est la transition. Voilà, au sens très très large du terme, au sens métaphysique. Grosso modo, on te dit le sens de la vie, il est dans la transformation, dans le fait de changer. Et le film, dans sa forme, incarne ça. C'est un film en mutation permanente par leur art du montage, ce qu'elles ont appelé l'éditographie, qui est cette capacité effectivement à passer d'un plan à un autre sans coupe, qui est autre chose qu'un plan séquence pour le coup. Et c'est leur film qui incarne formellement ça. Et c'est le premier dans leur œuvre qui l'incarne. Et ensuite, la dimension transidentitaire va être beaucoup plus présente à partir du moment du coming out de Lana, Cloud Atlas et encore plus Sense8. Je mets de côté un peu Jupiter Ascending pour plein de raisons. J'en parle un peu moins dans le livre aussi, mais il y a aussi des échos par rapport à ça. Mais dans Sense8 et Cloud Atlas, la dimension transidentitaire est beaucoup plus claire. Dans Speed Racer, elle n'est pas claire du tout, cette dimension transidentitaire. Et en même temps, par la forme même, ça ne parle que de ça. Ça parle de transformation, de changement, de mutation en permanence. Et c'est leur film qui, pour moi, c'est ça, incarne à l'os. C'est vraiment leur cinéma à l'os. C'est celui où il te dit, dans l'image même, tout n'est affaire que de transformation, de changement, de vitesse de l'esprit. Et c'est la fameuse dernière phrase de Matrix, je vais vous montrer un monde sans vous, sans règles, ni loi, ni contrôle, un monde sans limite. Enfin, c'est Neo qui dit ça au téléphone à la fin. Speed Racer est l'incarnation de ce que dit Neo à ce moment-là, en fait. Que je vais vous montrer un monde qui n'existe pas, en fait, mais qu'on va faire parce que notre esprit est capable de le faire. Et Speed Racer l'incarne au sens le plus brut du terme. C'est vrai que du coup, certains vont dire que effectivement, du coup, ça manque un peu de corps d'un point de vue scénario. C'est trop léger, c'est trop squelettique. Quand on regarde bien, ça n'est pas du tout léger. En fait, la dimension politique du film est assez forte. J'essaye d'en parler un petit peu dans le livre, notamment dans le dernier chapitre. Mais pour moi, oui, c'est le film le plus important de leur filmographie. Pardonne-moi cette dernière question qui n'est peut-être pas très cinématographique, mais là je suis extrêmement curieux. Est-ce que par hasard, par un pur hasard, ce livre est tombé entre les mains des sœurs Wachowski ? Oui, par
par une connexion, en fait, on a eu John Guetta par même pas un coup du sort, je l'ai juste contacté sur LinkedIn, ça a marché. Par John Guetta, on a réussi à obtenir une adresse de ces réalisatrices très secrètes, injoignables. J'ai pas pu leur parler. J'ai même pas essayé. Je sais qu'elles sont jalouses de leur anonymat. Elles aiment pas forcément se mettre en avant, donc je voulais pas les embêter. Par contre, j'avais très envie de leur faire parvenir le livre. Et je sais que le livre, a été atterri sur un de leurs bureaux à Berlin, et que Lana l'a eu en main et l'a ramené. Et il y a une partie de moi qui est très très fière d'imaginer qu'il y ait mon livre dans la bibliothèque de Lana Wachowski. Ouais, j'avoue que ça me fait très très plaisir, au même titre que j'ai leur coffret collector de Matrix ici. Et c'est arrivé exactement aussi entre les mains de Emile Hirsch, donc l'acteur principal de Matrix, de Speed Racer, qui a toujours été très très fier de ce film, qui a toujours regretté que le film n'ait pas eu la postérité qu'il méritait, et qui était absolument extatique de recevoir le livre. Pareil, là c'est par des connexions que j'ai réussi à l'atteindre. Il en a fait la promotion sur Instagram d'ailleurs. Enfin bon, c'est une jolie aventure pour un livre tiré à aussi peu d'exemplaires, de se dire que ça atterrit dans les bibliothèques de certaines personnes importantes d'Hollywood. C'est pas désagréable. En tout cas, merci beaucoup Julien Badi. C'est édité chez Façonnage. Je vais quand même rappeler, chez Façonnage, on avait reçu Adrien Desnouettes qui nous avait parlé de Jim Carrey, et nous avions reçu aussi Guillaume Aurignac qui nous avait parlé de l'Iseki. Ce qui veut dire qu'il y a des choses chez Façonnage. Procurez-vous ce livre. Vous avez le lien dans le descriptif qui vous renvoie directement pour acheter, pour procurer ce livre. C'est Speed Racer. Et il faut le commander directement, soit chez un libraire, soit directement sur le site de Façonnage, parce que c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, mais il est épuisé en fait. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle, mais sache que en fait, je mets directement le lien du site de Façonnage. Ouais, c'est mieux en tout cas. Donc je fais cela. Merci beaucoup Julien, en tout cas d'avoir. Ça a été un peu compliqué de faire cet entretien, mais c'était assez. Voilà, ça s'est bien terminé, et c'est le principal. C'était vraiment un plaisir, et très envie de renouveler le dialogue avec toi. Pour un livre ou peut-être même un film, on ne sait pas, peut-être. On verra bien. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent peut-être. C'est possible. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Julien. Merci, bye bye. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and